Nous allons voir comment mettre en œuvre un signal PWM sur un microcontrôleur microchip, PIC 16F, 18F ou autre, pour, par exemple, ajuster l'intensité lumineuse d'une LED. Cette mise en œuvre se fera avec les vrais composants, microcontrôleurs, LED, etc., mais également par simulation avec Proteus et avec le logiciel gratuit PICSimLab. Un signal PWM est un signal logique pour lequel la période est constante et dont on fait varier la durée à l'état haut. La division de cette durée à l'état haut par la période du signal est appelée rapport cyclique et est exprimée en pourcents. L'abréviation PWM vient de l'expression anglo-saxonne Pulse Width Modulation, ce qui se traduit en français par MLI, modulation de largeur d'impulsion. Cette capture illustre un réglage du rapport cyclique entre 0 et 100%. Sur cette autre capture, un filtre passe-bas a été ajouté. On observe que le réglage du rapport cyclique permet un ajustement de la tension moyenne en sortie entre 0 V et l'amplitude du signal modulé. Au sens large, l'intérêt de cette technique est donc d'obtenir une tension moyenne réglable numériquement par un microcontrôleur. Cette tension ajustable aurait très bien pu être générée en sortie d'un convertisseur numérique analogique, appelé plus communément DAC pour Digital to Analog Converter. Mais d'une part, tous les microcontrôleurs ne disposent pas d'un DAC dans leurs ressources internes. D'autre part, si l'on souhaite fournir de la puissance à la charge, qui va être pilotée par ce signal, par exemple un moteur à courant continu ou une LED de puissance, il faudrait lui associer un amplificateur analogique. Si ce signal est généré en PWM sur une charge ayant une constante de temps relativement longue, il suffit d'intercaler un transistor ayant des caractéristiques adaptées, pas nécessairement un transistor de puissance. La valeur moyenne sera obtenue naturellement par la charge. Précisons tout de même que dans le cas d'une LED alimentée en PWM, la persistance rétinienne joue aussi le rôle de filtre passe-bas. Dans l'exemple qui suit, on souhaite piloter l'éclairement d'une LED à partir de la tension réglée par un potentiomètre linéaire. Le potentiomètre sera celui d'une carte Curiosity HPC. Il est câblé sur l'entrée analogique RA0 d'un PIC 18F 45K50. Rappelons que la conversion analogique numérique s'effectue sur 10 bits, avec un résultat compris entre 0 et 1023. Cela aura une petite incidence sur ce qui va suivre. La LED sera l'un des 3 éléments d'une LED RGB. On souhaite régler l'intensité sur toute la plage de réglage du potentiomètre, avec une LED si possible éteinte pour une tension de 0 V, et si possible complètement allumée pour VDD. Pour éviter un effet de scintillement visible par l'œil humain, on prendra une période de commande de la LED suffisamment rapide. Prenons par exemple 100 microsecondes pour commencer. La PWM fait partie de 2 modules internes au microcontrôleur. L'un est appelé CCP pour Capture Compare PWM, l'autre est appelé ECCP pour Enhanced CCP. Il offre des fonctionnalités supplémentaires. Les broches de sortie associées sont CCP1 et CCP2. CCP1 correspond au bit de port RC2 et CCP2 correspond au bit de port RC1. C'est cette sortie que nous allons utiliser. La capture, la comparaison et la PWM reposent sur des durées précises qui nécessitent la mise en œuvre d'autres ressources internes au microcontrôleur. Ce sont les timers, ils seront eux aussi mis en œuvre. La période du signal, son rapport cyclique et sa durée à l'état haut sont contrôlés par les registres suivants. Dans notre cas, le X est remplacé par le numéro 2 puisque nous utilisons CCP2. La résolution est de 10 bits. La documentation du composant expose en détail comment s'effectuent les calculs et avec quel registre. Il est important de comprendre le principe, même si, dans la pratique, l'utilisation de MCC, Microchip Code Configurator, va nous simplifier la tâche pour configurer plus facilement le composant. Sachant que l'on souhaite obtenir une période de 100 microsecondes, on peut calculer la valeur à mettre dans le registre PR2. Si l'horloge a une fréquence interne de 4 MHz, on obtient 99 en décimale ou 6,3 en hexadécimale. Si on souhaite obtenir une période plus longue, il est possible d'ajouter un prédiviseur de la fréquence d'horloge. L'affectation des 10 bits, qui correspondent à l'état haut, est un peu plus compliquée à réaliser, car les 8 bits de poids fort devront être stockés dans un registre et les 2 bits de poids faible au milieu d'un autre. Les bibliothèques générées par MPLabX nous faciliteront là aussi la tâche. Partons d'un projet MPLabX qui a été créé avec un PIC 18F 45K50. Sous MCC, la fréquence de l'oscillateur interne est définie à 4 MHz.
On paramètre le convertisseur analogique numérique avec une justification à droite et avec une fréquence d'échantillonnage compatible avec le temps de conversion. On peut maintenant ajouter le module CCP2 et le paramétrer en PWM. La broche RC1 est automatiquement validée en sortie et associée à CCP2. C'est cette broche qui pilotera directement la LED dans ce premier exemple. On voit que le timer 2 est associé à CCP2. On rajoute donc ce module dans les ressources utilisées. La prédivision du signal d'horloge n'est pas nécessaire, mais on voit qu'en agissant sur ce paramètre, on peut effectivement obtenir une durée plus longue. On règle alors pour obtenir une période de 100 microsecondes. Si on bascule du menu Easy Setup au menu Registers, on peut voir le contenu des registres suite aux sélections effectuées. Et en particulier, le registre PR2 est chargé avec la valeur 6.3 en hexadécimal, comme calculé précédemment. L'intérêt d'une définition de la durée à l'état haut sur 10 bits, c'est que dans notre cas, elle va coïncider avec celle du convertisseur analogique numérique, dont sera issue la consigne d'éclairement. Nous allons donc pouvoir utiliser directement le résultat de l'ADC pour paramétrer la durée à l'état haut de la PWM. Vérifions tout de même que lorsque le registre de 10 bits sera à sa valeur maximale, autrement dit à 1023, on atteindra bien 100 microsecondes, ce qui correspond à la période du signal et à un rapport cyclique de 100%. 1023 divisé par 4 MHz donne à peu près 256 microsecondes. On constate que si l'on utilise toute la plage de réglage du potentiomètre, on va atteindre trop rapidement le rapport cyclique de 100%. On va l'atteindre d'ailleurs dès la valeur 400. Nous allons donc changer la période pour passer à 256 microsecondes, sachant que ce quart de milliseconde ne provoquera pas, lui non plus, de scintillement perceptible par l'œil humain. De cela, il faut retenir que la fréquence d'horloge, avec ou sans prédivision, la période souhaitée du signal PWM, la plage de réglage de ce même signal, la sortie utilisée, le timer associé, tous ces éléments interagissent et sont à prendre en compte lors de la mise en œuvre d'une PWM. Pas de notification particulière sur MCC, on peut générer les librairies. Puis on va commencer par vérifier dans la librairie du timer que l'on retrouve bien la valeur du registre PR2. Dans le fichier pwm2.c, c'est la fonction pwm2 load duty value qui récupère la variable entière qui contient les 10 bits de la durée à l'état haut et les stocke dans les deux registres du microcontrôleur. On peut assez facilement comprendre la méthode. Cela passe par l'utilisation de masques avec des et logiques pour forcer des bits à 0, des décalages à droite et à gauche, et un ou logique. Tout d'abord, nous allons tester la PWM seule. Il suffit d'appeler la méthode détaillée précédemment et de lui passer par exemple la valeur 127, ce qui correspond à une durée à l'état haut d'environ 31,75 microsecondes et un rapport cyclique de 12,4%. Voici le résultat obtenu avec les composants. Et un relevé effectué avec l'analyseur Analog Discovery 2, utilisé en oscilloscope. Il permet de vérifier les durées générées.
Les petites différences peuvent se justifier par le fait que l'oscillateur utilisé par le microcontrôleur n'a pas la précision d'un quartz. Passons à l'association de l'ADC et de la PWM. Ça passe par la création d'une variable de type entier que l'on appellera résultat. Il faut sélectionner la voie analogique concernée, puis passer le résultat de la conversion en tant que valeur de la PWM. Voici ce que cela donne. L'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle fonctionne de façon quasi autonome, sans faire intervenir une interruption pour être gérée, ce qui libère le microcontrôleur pour d'autres tâches. On peut tout à fait, si on ne dispose pas du matériel, simuler le fonctionnement avec Piximlab. Le rendu est réaliste. À l'oscilloscope, on retrouve la période programmée. On peut aussi faire de même avec Proteus. Dans cet exemple, une LED classique et une LED RGB sont mises en concurrence, et on constate que le rendu est nettement meilleur avec la seconde. Si on souhaite effectuer le réglage de l'intensité non pas sur une couleur, mais sur les 3 couleurs de la LED RGB, ça va être un peu plus compliqué, sachant que les 3 LED doivent pouvoir s'allumer et s'éteindre individuellement, indépendamment les unes des autres. Le microcontrôleur dispose bien d'une seconde sortie PWM, mais ça ne suffira pas. Et la PWM améliorée qui permet de commander un pont en H dispose de 4 sorties, mais elles ne peuvent pas être pilotées séparément. Une solution possible, mais elle n'est pas la seule, consiste à rajouter quelques portes logiques qui permettront de conditionner l'allumage de ces 3 LED à l'état de la sortie modulée. Si on souhaite automatiser le réglage de l'intensité produite par la ou les LED, à partir non plus d'un potentiomètre, mais d'une mesure de la luminosité ambiante, il suffira de remplacer le potentiomètre par un pont diviseur intégrant une ELDR. Dans ce cas, la plage de tension en entrée de l'ADC n'ira plus de 0 V à VDD, il faudra donc faire une petite adaptation logicielle.